Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé en ce milieu de semaine? Eh bien, vous allez le savoir dans ce journal. Vous l'avez remarqué, ces derniers temps, le virus progresse sur la région, malgré tous les efforts engagés. Nous allons recevoir dans quelques instants le directeur du CHPG. Benoît de Sévelinge nous fera un état des lieux dans son hôpital et nous dressera le profil des personnes hospitalisées. Vous le verrez, des patients plus jeunes et non vaccinés. Nous vous demanderons par la suite si vous êtes pour ou contre la vaccination et pourquoi. En football, l'AS Monaco s'est qualifié hier au soir pour les barrages de la Ligue des Champions après sa victoire sans grand suspense 3-1 face au Sparta Prague. L'équipe de Monaco de rugby à 7 participe ce week-end à Aix-en-Provence à la première étape de l'Inextinso Rugby 7. Une équipe de Monaco Info a assisté à la préparation des rugbymen monégasques à Brignoles. Et enfin, nous évoquerons la situation des commerçants situés à Monacoville, une zone plus touchée encore par la crise sanitaire que dans le reste du pays. Pour faire face à cette situation, des manifestations sont organisées les vendredis, les estivales du Rocher. Nous recevrons pour en parler la responsable d'une agence d'événementiel, Sabine Barry-Limbaud. Mais avant cela, comme je viens de vous le dire, nous allons directement au CHPG pour nous entretenir avec le directeur de l'établissement. Benoît de Sévelinge, bonsoir. Bonsoir. Où en est-on? Quel constat peut-on faire sur le nombre d'hospitalisations au CHPG? Ça repart. Clairement, le constat, il est assez inquiétant. À l'heure où je vous parle, on a 6 patients hospitalisés en réanimation. Ce qui a beaucoup évolué, c'est que ce sont des patients jeunes. Ça va de 46 à 81 ans. Le patient de 46 ans n'a pas de comorbidité. Et sur le secteur d'hospitalisation conventionnelle, on a actuellement 18 patients qui sont pris en charge, avec des âges allant de 36 à 97 ans. Côté maison de retraite, on a eu 5 patients qui ont été testés positifs il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, on a le plaisir de les voir asymptomatiques et testés négatifs. Donc, ils vont pouvoir retourner à leur vie normale de résident. Et les personnes donc, qui sont hospitalisées au CHPG, alors vous l'avez dit, plutôt jeunes par rapport à avant, mais est-ce que ce sont des personnes vaccinées, non vaccinées? Ce sont à une personne près des personnes qui sont toutes non vaccinées. Quand je vous dis ça a rajeuni, ça a beaucoup rajeuni puisque la moyenne d'âge est de 61 ans. On était plutôt autour de 74 lors des vagues précédentes. Donc on a vraiment un profil qui a changé et notamment plus d'un tiers de ces patients ne présentaient aucune comorbidité à leur arrivée, ce qui était peu le cas jusque-là. Donc on voit bien qu'il y a une évolution de la maladie. Avec des durées de séjour qui restent relativement contrôlées, puisqu'on est sur une durée moyenne de 6 jours. Mais malheureusement, nous commençons aussi à prendre en charge nos premiers Covid longs, avec notamment une patiente qui est soixantenaire et qui est déjà là depuis 2 mois maintenant. Qu'est-ce que vous avez appelé un Covid long? C'est une personne qui est revenue après l'avoir contracté? Tout à fait, et dont l'état de santé ne s'améliore pas, avec des signes d'asthénie importantes et des douleurs chroniques. C'est assez variable. On a du mal aujourd'hui à définir en soi le Covid long, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un épisode Covid important et qui, depuis, ne retrouve pas la santé. Vous avez dû rouvrir l'unité Covid ou pas encore? Pas encore. Pour l'instant, on essaye d'épargner un petit peu nos personnels. L'été fait que les gens ont relativement peu envie d'être opérés quand ils peuvent programmer leur intervention plus tard. Donc ça nous permet d'avoir une disponibilité en termes de lits et donc de ne pas rappeler pour l'instant le personnel sur ses congés. Je rappelle que nos agents ont été extrêmement durement éprouvés depuis bientôt 18 mois et on espère tenir jusqu'à la rentrée sans unité dédiée. Maintenant, s'il faut la mettre en place, on le fera. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui se disent ça ne sert à rien de se faire vacciner puisque de toute façon on peut quand même l'attraper en étant vacciné ou encore de toute façon même quand on l'attrape la plupart du temps c'est pas grave? Il est clair qu'on peut l'attraper en étant vacciné. Nous on voit les choses, c'est-à-dire que je vous dis à part une personne, l'ensemble des personnes qu'on a pris en charge depuis le mois de juillet pour Covid à l'hôpital n'étaient pas vaccinées. Donc on voit bien qu'il y a une efficacité du vaccin sur les formes graves de la maladie qui sont quand même un paramètre important à prendre en compte. Et quand on entend par exemple des jeunes qui se disent moi de toute façon ça sert à rien puisque en règle générale ce sont des personnes âgées qui ont des Covid plus dangereux, les jeunes risquent rien. Alors le plus jeune de nos hospitalisés, il a 36 ans et ça fait 10 jours qu'il est là. Donc je pense que si on lui pose la question, il ne sera pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je ne souhaite pas me prononcer parce qu'il y a une loi qui met en place une obligation vaccinale et un pass sanitaire. Je suis fonctionnaire, je suis la loi. Je crois néanmoins qu'il faut quand
même penser aux autres dans ces cas-là. Ici, on prend en charge des patients immunodéprimés qui n'ont pas forcément la possibilité de se protéger complètement contre la maladie. Et c'est bien en se vaccinant, nous, qu'on va pouvoir les protéger, eux. Donc la vaccination, ça n'a pas seulement un but personnel, ça a aussi un but collectif. Aujourd'hui, sur les personnels de l'établissement, on a un taux de vaccination important puisque 68% des agents sont vaccinés, dont 93% des médecins. Et il faut compter encore 8% de nos agents qui sont en attente de vaccination puisqu'ils ont actuellement un certificat de rétablissement de la Covid et attendent de ne plus être immunisés pour pouvoir être vaccinés. Et actuellement, que doit-on faire? Je dois aller à Monaco, j'ai besoin d'un test PCR, rien du tout. Je peux rentrer comme ça parce qu'en France, je sais que maintenant, pour aller à l'hôpital, il faut un pass sanitaire. Alors, au CHPG, vous avez deux types de situations. Soit vous avez besoin d'être pris en charge, auquel cas, vous n'avez pas besoin de présenter de pass sanitaire. Si on programme votre hospitalisation, on vous demande un test PCR en amont, que vous soyez vacciné ou pas vacciné. Ça, c'est des mesures que l'on a depuis le déconfinement de 2020, hein, donc ça n'a pas changé. En revanche, si vous êtes accompagnant et vous souhaitez rendre visite à quelqu'un, donc vous n'avez pas besoin de soins, en revanche, vous allez venir voir quelqu'un, on se doit de protéger la communauté. Donc dans ces cas-là, on va vous demander de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un test antigénique, soit une PCR. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on était dans une situation il y a 6 mois où les visites étaient interdites, il y a 3 mois où elles étaient interdites. Donc c'est bien une ouverture que l'on propose et non pas une restriction des visites. Avec une petite précision peut-être, c'est hors urgence, ça j'imagine. Bien sûr, non mais même si vous venez faire une radio, on ne vous demandera pas un test ou un pass sanitaire. Vous venez faire une prise en charge, vous avez besoin de soins, on vous apportera ces soins-là. Aujourd'hui, c'est la position que nous avons puisque c'est la position qui nous apparaît comme proportionnée au risque. Donc bien évidemment, si vous venez en urgence, on vous testera si vous devez être hospitalisé pour protéger tout simplement les agents qui vont vous prendre en charge, mais vous serez pris en charge de manière tout à fait normale. Nous, aujourd'hui, ce qui nous fait le plus peur, c'est le retard de soins. On sait qu'à travers cette crise, depuis 2 ans, les gens se font beaucoup moins soigner, donc c'est ça que l'on veut éviter. Pour autant, lorsque l'on vient visiter un patient, on doit pouvoir, nous, hôpital, s'assurer que ce ne sera pas une source de contamination. On en sait plus sur la situation au CHPG grâce à vous. Benoîte de Sévelinge, merci. Merci. On l'a évoqué dans cet entretien, ce que l'on voit très souvent sur les réseaux sociaux, après l'arrivée de Lionel Messi à Paris, c'est ce fameux débat qui déchire les familles, être pour ou contre la vaccination. Eh bien, nous sommes tout simplement allés vous poser la question. On s'est fait vacciner un peu contraint, pour pouvoir aller dans les restaurants et puis se balader un peu librement, entre parenthèses, On en a fait plein aussi à la naissance des vaccins, donc je pense que on est pour. Pour, pas de raison, de toute façon, il faut bien se vacciner. Il n'y a pas le choix, si on veut s'en sortir, il faut bien qu'on y passe. Au départ, j'étais plutôt contre, parce que c'est vrai que c'est un vaccin, on ne connaît pas trop les composantes exactement de quoi il est constitué. Et puis finalement, après avoir eu le Covid au mois d'avril, on a décidé de se faire vacciner tous les 4. Il faut qu'on s'en sorte maintenant et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas 36 solutions. Contrairement à ce que certains pensent, je pense que c'est une plus grande liberté en fait. Je suis vaccinée, donc j'ai une certaine liberté que d'autres n'ont pas. Et en même temps, si on n'a pas le pass, on peut aller nulle part. Voilà, tout simplement. Pour ou contre la vaccination, on n'est pas prêt, à mon avis, de mettre tout le monde d'accord. Là où on est d'accord, en revanche, c'est que l'on passe au point info avec vous, Julia Vial. Bonsoir. La course de la Ligue des Champions continue pour l'AS Monaco FC. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Déjà vainqueurs à l'aller sur le score de 2-0, les Rouges et Blancs ont confirmé au stade Louis II face au Sparta Prague grâce à un succès 3-1 lors du 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Après une première mi-temps en manque de réussite, les hommes de Niko Kovac ont su réagir en seconde période. Ils sont donc qualifiés pour les barrages et retrouveront le Shakhtar Donetsk le 17 août au Stade Louis II et le 25 août prochain en Ukraine. Et on vient de l'apprendre, RMC Sport
1 et 2 ne seront plus disponibles dans les offres TV de Monaco Télécom. Cela sera effectif à partir du 1er septembre, Fabien. RMC Sport 1 et 2 ne seront plus diffusés en principauté. Les abonnés du pack All Sport bénéficieront du coup d'une baisse de tarif de leur abonnement. Il sera désormais de 19,99 € par mois sans engagement au lieu de 29,99 € avec engagement de 12 mois. À savoir que l'ensemble des programmes RMC Sport restent accessibles à Monaco via l'application RMC Sport. Le sport amateur va bientôt reprendre ses droits après la saison estivale. Focus aujourd'hui sur l'AS Monaco Athlétisme. Les cours de l'école d'athlétisme pour les enfants de 8 à 12 ans débuteront le mercredi 15 septembre. Rendez-vous à 15 h dans le hall d'entrée du stade Louis II à l'accueil des sportifs. Pour ceux qui veulent débuter l'athlétisme, vous bénéficiez de 2 cours d'essai avant de régulariser votre cotisation auprès de l'ASM. Pour l'adhésion, il faudra, Fabien, compter 100 € l'année. Les cours auront lieu tous les mercredis de 15h15 à 16h45. Pendant ces horaires du mois de septembre, vous pouvez vous présenter directement sur la piste du stade auprès d'un entraîneur qui vous orientera en fonction de votre choix de discipline. Merci Julia. Vous nous avez parlé un peu plus tôt de la qualification de Monaco pour les barrages de la Ligue des Champions. Eh bien, Juliette Rappert, grande fan de foot, est allée à la rencontre des supporters à la fin du match. Voici les réactions. C'était un super match que Monaco a super bien joué et c'est surtout un grand plaisir de pouvoir revenir au stade. Ils ont bien joué mais l'équipe en face était un peu faible. Donc c'était un peu facile pour Monaco. Le premier but, parce que c'était quand même au bout d'un sacré suspense qui a duré quand même une mi-temps. Et c'était un super but excentré, petit filet, non, c'était vraiment beau. Monaco a bien joué et je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'adversité, dans le sens où Prague n'était pas du tout au rendez-vous aujourd'hui. Très content, je crois que c'est un bon match qui préjuge, je l'espère, d'une bonne suite de championnats en Champions League. On sent quand même que le collectif est en train de prendre comme on l'espère cette année. Et oui, le président du Conseil national est lui aussi fan de l'AS Monaco FC. Et je le rappelle, Monaco rencontrera le Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue des Champions ce mardi au Louis II pour le match aller. Du foot, on passe au rugby. L'équipe de Monaco participe ce week-end à Aix-en-Provence à la première étape de l'Inextinso Rugby 7. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni ont assisté à la préparation des rugbymen monégasques à Brignoles cette semaine. C'est le premier championnat professionnel des clubs de rugby à 7. L'Inextinso Super Sevens réunit les plus grands noms du rugby français. Le Stade Toulousain, Toulon, le Racing, le Stade Français ou encore Castres. Au milieu de tous ces mastodontes, le Monaco Rugby Sevens se fait sa place avec un projet porté avec fierté par un grand nom du rugby français, Frédéric Michalak. Quand on voit le parcours pour créer ce club, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et c'est vrai que quand on voit le dévouement de notre président, d'Emmanuel Falco, et là où on est aujourd'hui, on est plutôt satisfait. Voilà. Donc on a eu une première participation avec ce club où on a fini 7e du Super Sevens. Maintenant, on a une nouvelle équipe qui est plutôt bien équilibrée, à la fois sur des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs. On est sur un objectif de 3 tournois. Et sur ces 3 tournois, Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle, c'est de se qualifier pour le tournoi final en novembre à Paris. Pour rallier Paris, il faudra terminer parmi les 8 meilleures équipes sur les 16 engagées à l'issue des 3 tournois. À l'image des Barbarians, le Monaco Rugby Sevens est une sélection de joueurs issus de différentes divisions françaises ou fédérations étrangères. Le groupe vit ensemble à Brignoles depuis seulement 72 heures et apprend à se connaître sur et en dehors du terrain. On a besoin de travailler du terrain, on a besoin de courir, on a besoin de vivre des situations. Il nous reste 4 entraînements avant la compète samedi. On a 98% de l'effectif sont des internationaux à 7, donc on va dire des spécialistes. Après on a 2 Fidjiens dans notre équipe, mais bon, ils sont nés avec un ballon et ils ont fait du rugby à 7 depuis l'âge de 2 ans, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une très belle équipe. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne sur le terrain samedi. Le Monaco Rugby Sevens débutera son tournoi à Aix-en-Provence par un 8e de finale contre Bordeaux-Bègles samedi à 14h10. Du ballon ovale à la balle orange, la reprise approche pour l'AS Monaco Basket. La Roca Team partira en Italie à Bormio pour son traditionnel stage de pré-saison du 19 août au 1er septembre. Avec au programme 2 matchs amicaux face à l'Anadolu Efes Istanbul, vainqueur de l'Euroleague, et nous y serons.
Que ce soit en foot, en basket ou en rugby, c'est le retour progressif du public dans les stades. Eh bien, s'il y a un quartier en principauté qui aimerait revoir du monde, c'est bien Monaco-Ville. Les commerçants organisent des manifestations les vendredis. Ce sont les Estivales du Rocher. Sur place, des enfants et adultes, et même des bikers. Voyez ce reportage de Juliette Rappert, Thomas Deus et Louis Borgia. Il a été le grand oublié des touristes et des monégasques pendant cette crise sanitaire. Monaco-Ville, grimacé par son manque de vie, reprend enfin son souffle. Après les Jeudis du Rocher l'an passé, cette année, ce sont les Estivales du Rocher qui animent les rues du quartier. Les années précédentes ont été difficiles à cause du Covid. Le gouvernement nous a entendus. Grâce à Reviver nos quartiers, nous a proposé un budget pour pouvoir faire des animations, pour pouvoir voir tous ces petits-enfants courir et redonner la vie naturelle à Monaco-Ville. Le fait de voir ces enfants jouer, le fait de voir du monde, pour moi c'est important. Même si aujourd'hui, on y est peut-être beaucoup à ne pas ouvrir le tiroir caisse, je pense que l'important aujourd'hui, c'est la solidarité et faire découvrir Monaco-Ville aux locaux. Et ça, c'est un point auquel je tiens énormément. Vous pouvez également découvrir l'association des cartophiles de Monaco ou faire un tour en Harley-Davidson pour 5 €, deux façons différentes de redécouvrir la principauté. On essaie d'insuffler un petit peu notre passion que nous avons et puis de faire connaître notre pays en leur faisant faire un tour de Monaco. On a la chance de découvrir dans ces petits morceaux d'images du passé des pépites, des aspects de Monaco qu'on n'a pas l'habitude de connaître et qui nous permettent de voir un aspect différent de Monaco. Tous les vendredis, vous pourrez donc admirer mannequins, bulleuses et musiciens déambuler dans les rues, mais aussi vos enfants pourront décorer, fabriquer ou partir à une chasse au trésor grâce aux différents ateliers proposés. L'été dernier, c'était les jeudis et cette année, les Estivales du Rocher, ce sont les vendredis. Il faut dynamiser ce quartier. Pour cela, nous sommes avec Sabine Barry-Limbaud. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes responsable de l'agence événementielle Avalon Events Organisation. Quelle est la mission de votre agence concernant les commerçants du Rocher ? Alors le gouvernement princier m'a mandaté pour animer les ruelles de Monaco-Ville afin de ramener ou d'amener les visiteurs de Monaco et des communes limitrophes. Quel était le constat de départ ? Quelle était la situation pour les commerçants du Rocher ? Eh bien, à cause du Covid, bien évidemment, il n'avait vraiment pas beaucoup de clientèle qui montait sur le Rocher. Et aussi les gens de Monaco qui ne montent pas très souvent, du fait que Monaco-Ville est considérée un peu la zone un peu touristique de Monaco. Et quel est votre plan de communication et l'événement et l'objectif ? Qu'est-ce que vous avez proposé ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous avons monté tout un dossier et ensuite, dans la programmation, tous les vendredis, nous avons fait des animations telles que, par exemple, un groupe de musique qui est venu déambuler, une dame qui a fait des bulles géantes. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans le reportage d'ailleurs, oui. Exactement. Un défilé de mode de la Môme de Monac qui est venue avec nous. Il y a eu Isabelle Christensen qui avait une mannequin qui venait aussi. Et après, on a eu aussi des ateliers qu'on aura aussi les 2 prochains vendredis. Et aussi des chasses au trésor qui auront un énorme succès, je dois dire, et on en est très content. Et on fait à la fin de la soirée toujours une tombola. Et on a aussi, justement pour simplifier la montée sur Monaco-Ville, un van qui est à disposition sur la Condamine pour monter les gens jusqu'à Monaco-Ville. Il y a déjà des retours, ça attire du monde ? Alors, on a constaté qu'il y a de plus en plus de monde et les gens sont fous de joie. Et les gens repartent en nous mettant des mots sur Facebook, en disant combien ils ont été contents, jamais ils ont vu ça dans aucune autre ville, que c'était très chaleureux, que toutes les personnes qui étaient autour dynamisaient vraiment. Ils ont retrouvé leur âme d'enfant et grâce aux chasses au trésor, ils ont couru dans toutes les ruelles de Monaco-Ville et se sont amusés comme des fous. Donc ça, ce sont les estivales du Rocher. Est-ce qu'il y aura des hivernales du Rocher, par exemple ? Qu'est-ce qui est prévu après cet été ? Eh bien écoutez, on va déjà finir ces estivales du Rocher de cet été et on espère pouvoir faire d'autres estivales de Noël, par exemple, ou d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec l'aide du gouvernement princier parce que sans elle, on ne peut rien faire, évidemment. Sabine Barry-Limbaud, merci de nous avoir parlé comme ça des commerçants du Rocher sinistrés en quelque sorte. Merci beaucoup à vous, Fabien. Nous vous retrouvons, Julia, pour la suite de l'actualité en bref. Et vous allez commencer par un focus de l'INSEE concernant l'éducation qui vient de paraître.
Il y avait en fin d'année dernière 6267 élèves, dont 68,4% scolarisés dans le public et 31,6% dans le privé. Des chiffres qui n'incluent pas l'académie de danse Princesse Grace et l'AS Monaco Academy. D'une année sur l'autre, les effectifs du public ont diminué de 1,6%, tandis que ceux du privé ont augmenté de 3,6%, Fabien. Il y a à Monaco, dans l'enseignement, plus de 88 nationalités différentes d'élèves. Si les élèves de nationalité française sont les plus nombreux à 37,8%, suivis des Monégasques à 18,6% et des Italiens à 14,1%, il faut souligner que pas moins de 88 nationalités différentes sont représentées dans les établissements scolaires monégasques. Parmi les autres contingents les plus importants, il y a les Britanniques, les Russes, les Portugais, les Belges, les Allemands, les Suisses et les Américains. Un focus à retrouver plus en détail sur le site de l'IMSEE. L'Académie Régnier 3 est à la recherche de jeunes talents pour son chœur d'enfants. Un recrutement qui débutera, Fabien, dès le mois prochain. Ces cours seront dispensés en semaine et lors de 4 week-ends de travail répartis sur l'année scolaire en présence d'intervenants qualifiés. Concernant les critères d'admission, les enfants doivent avoir entre 10 et 16 ans et surtout être motivés. Une très bonne manière pour eux de découvrir l'univers des métiers du spectacle sans oublier le plaisir de monter sur scène. Peut-être y aura-t-il la naissance de vocations. Qui sait ? Ce vendredi 13 août, les Gypsy Kings feront leur show au Sporting Summer Festival de Monaco. Ne manquez pas, Fabien, la soirée la plus caliente de l'été à la Salle des Étoiles. Les Gypsy Kings ont puisé leur force vive dans 2 familles gitanes. D'un côté, il y a la famille Reyes, originaire d'Arles, avec Nicolas, chanteur et figure de proue des Gypsy Kings. De l'autre, il y a la famille Baliardo, enracinée à Montpellier, avec Tonino, le guitariste soliste, et ses 2 frères, Diego et Paco. Ils chantent en espagnol un mélange de flamenco, de pop et de diverses chansons légères comme la rumba catalane. La 17e édition du Mondial de théâtre de Monaco débute dans moins d'une semaine. Du 17 au 22 août prochain, près de 190 comédiens représentant 15 troupes venues du monde entier se produiront 2 jours consécutifs au Théâtre Princesse Grace ou au Théâtre des Variétés. En parallèle, tous les matins, un colloque se tiendra sur la manière de travailler des groupes et les pratiques du théâtre amateur dans leur pays. 2 ateliers seront également proposés l'après-midi aux participants sur les thèmes suivants. Pourquoi le masque ? Et tous ensemble créer un chœur moderne dans une pièce classique. Et nous reviendrons régulièrement sur cet événement théâtral. Aucune ombre au tableau concernant la météo de demain, Julia. Une nouvelle journée idyllique est prévue demain, Fabien, mais attention, les températures seront très hautes avec 33 degrés de maximale. Pensez donc à bien vous hydrater et à mettre de la crème solaire si vous avez prévu d'aller à la plage. Le 12 août, on célèbre la Sainte Clarisse. Ce prénom latin signifie glorieux. Merci Julia pour toutes ces informations. Et nous venons de l'apprendre, le décès ce matin à Monaco de l'ancien directeur artistique et musical et chef honoraire de l'orchestre, le maître Gianluigi Gelmetti. Kazuki Yamada s'associe à l'ensemble des forces de l'OPMC pour présenter ses plus sincères condoléances à son épouse et à sa fille, ainsi qu'à tous ses très nombreux amis. Les photos du jour, pour clore ce journal, elles sont signées Stéphane Nana et consacrées au match de foot d'hier au Louis II, où, je le rappelle, Monaco s'est qualifié face au Sparta Prague 3-1. L'AS Monaco FC rencontrera le Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue des Champions ce mardi au Stade Louis II pour le match aller. Mais avant cette rencontre, vous retrouverez dès demain jeudi à cette place Christophe Paco pour votre JT de 19h. À très bientôt, au revoir.